Tout le travail qui a été fait pendant des années ne sera jamais dévoilé devant un tribunal parce qu'on s'est enfargé dans des technicalités. C'est ça la réalité actuelle. Depuis 10 ans, chaque fois que l'UPAC débarque quelque part, ça fait les manchettes. Mais la réalité, c'est que bon nombre de ces enquêtes se sont enlisées dans des débats judiciaires interminables devant des tribunaux complètement engorgés. Dans une rare entrevue, le commissaire de l'UPAC, Frédéric Gaudreault, dit que ça ne peut plus continuer. Bonjour, Monsieur le commissaire Gaudreault. Bonjour. En ce moment, on parle beaucoup dans les médias de la crise qui secoue les tribunaux. Vous aussi, vous avez des enjeux importants pour vous en ce moment. Bien, c'est sûr que je suis préoccupé. L'unité permanente anticorruption a souvent fait les manchettes, notamment sur la question de nos délais au niveau de nos enquêtes. On a l'impression que ça aboutit jamais, vos enquêtes. Lorsqu'on fait une perquisition, les gens s'attendent à un résultat dans les semaines qui suivent. On n'est pas dans un lieu où on a trouvé des armes à feu, où il y a de la drogue sur la table. On est dans un lieu où il y a de la documentation qui contient potentiellement des preuves qui pourraient déterminer s'il y a une infraction criminelle ou pas qui a été commise. La corruption, pour moi, elle est extrêmement préoccupante, mais on ne peut pas arriver avec des résultats aussi rapides puisque, dans la plupart de nos dossiers, après perquisition, il y a une revendication d'un secret professionnel. Donc, il y a évidemment un principe fondamental dans la justice au Canada qui est le droit au secret lorsqu'on discute avec un avocat. Lorsqu'on veut avoir accès, par exemple, à du matériel qu'on a perquisitionné, ce dit secret professionnel-là nous empêche d'avoir accès au contenu des perquisitions qu'on a fait. Donc, c'est là que ça se complique. Ça a sérieusement ralenti votre travail dans les dernières années, cette invocation du secret professionnel de l'avocat. Tout à fait. En fait, il y a, sans entrer dans les technicalités, un arrêt de la Cour suprême qui date de 2002, avec lequel on se gouverne dans le cadre de ces perquisitions-là. Mais le problème, c'est que en 2002, c'est un document dans une filière. Aujourd'hui, les municipalités gèrent leur information sur des serveurs informatiques. Dans une perquisition, maintenant, un téraoctet de données, c'est plus rare. On en voit régulièrement. Juste pour vous donner un exemple, une image, ça représente 6,5 millions de documents papier. C'est comme 1300 classeurs. Et là, nous, il faut aller chercher ce qui nous intéresse. Plus il y a de matériel, plus la question du secret professionnel risque d'être invoquée, plus ça risque de créer des débats, donc des délais. On ne peut pas avoir, évidemment, le matériel jusqu'à ce que le tribunal, ou en fait une entente entre les différentes parties, permette à un tiers, qui est un ami de la Cour, de regarder le matériel et nous dire, bien, dorénavant, c'est correct, il n'y a pas de privilège là-dedans, vous allez pouvoir le regarder. Mais cette période-là de temps que ça prend entre le moment où on a fait notre perquisition et le moment où on peut avoir accès aux fameux documents, c'est extrêmement long. C'est combien de temps en moyenne? On a fait l'exercice parce que moi, ça me préoccupait comme gestionnaire qui dit mais pourquoi nos enquêtes sont si longues? Puis on se fait reprocher que nos enquêtes sont longues. J'ai dit faites-moi donc sortir les dossiers dans lesquels on a eu des privilèges qui ont été demandés. On est arrivé avec une moyenne de 1000 jours entre le moment de la perquisition et le moment où l'enquêteur peut commencer à regarder le document, ce qui est 2 ans et 9 mois. Diriez-vous là, qu'on est dans un moment actuellement où il y a quelque chose qui va casser, là? Moi, je suis très préoccupé par le nombre de requêtes. Parfois, on se demande si on va être capable de se rendre jusqu'au bout du processus judiciaire parce qu'il y aura justement des technicalités qui seront relevées qui nous empêcheront de déposer notre preuve. Tout le monde a entendu parler de vos perquisitions dans les entreprises liées à Marc Bibeau. On rappelle qu'il n'y a pas d'accusation dans ce dossier-là à ce jour. Mais ça a pris plus de 3 ans avant même de s'entendre sur qui ferait la copie du matériel saisi. Dans ce dossier-là, ce qui a été fondamental, en fait, c'est qu'il y a eu un débat devant les tribunaux pour déterminer l'indépendance des gens qui exécutaient la perquisition informatique. Il y a eu un débat judiciaire qui a duré des années pour déterminer finalement que cet expert judiciaire-là, bien qu'il relève d'un service de police, était indépendant de l'unité d'enquête. Une fois qu'on s'entend là-dessus, entre le processus de déterminer s'il y a un privilège dans les documents qu'on veut regarder. Donc, c'est couvert par le secret professionnel de l'avocat. Voilà. Après ça, c'est une deuxième étape qui s'ajoute aux 3 ans là, dans ce cas de figure-là. Tout à fait. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des dossiers dans lesquels on est des années à devoir patienter entre le moment de la perquisition et le moment où les enquêteurs peuvent commencer à regarder du matériel
qui a été donc validé par un ami de la Cour. Les amis de la Cour, là, ils n'en courent pas les rues. Là. Je veux dire, à un moment donné, ça prend des gens qui sont disponibles. Mais dans certains cas, c'est beaucoup plus long de trouver quelqu'un parce que les parties doivent s'entendre sur qui sera l'ami de la Cour. Puis ils peuvent se chicaner longtemps sur telle personne, telle personne. Ça peut arriver, puis ça fait partie, entre autres, des délais. Une enquête, c'est pas juste de faire une perquisition puis d'analyser des documents. Évidemment, la perquisition va nous permettre de cibler peut-être des témoins, des gens impliqués dans le crime, dans le stratagème, mais on peut pas le faire parce qu'on n'a pas eu accès aux documents initiaux. Vous menez une enquête sur des allégations de corruption autour de la ville de Chambly. Sur 3 millions de documents que vous avez saisis, il y en avait un seul qui était couvert par le secret professionnel. Quel constat vous faites devant un exemple comme celui-là? C'est beaucoup trop long pour en arriver à un résultat comme celui-là. Avez-vous l'impression que c'est parfois soulevé de manière abusive, ce privilège de l'avocat? Mon impression, c'est que ça peut laisser des fois un petit côté cynique de ma part, de la part de mes équipiers, justement, qui font les enquêtes en disant, bon, encore une fois, on va soulever le privilège, puis ils savent que ça va comme briser le momentum de notre enquête. Parce que ça va être quoi la conséquence si ça demeure dans l'état actuel des choses? Bien, à un moment donné, on va frapper un mur. Tout le travail qui a été fait pendant des années ne sera jamais dévoilé devant un tribunal parce qu'on s'est enfargé dans des technicalités. C'est ça la réalité actuelle. Puis ça, c'est un sentiment qui est partagé. Moi, je l'entends de la part de mes troupes. Je l'entends aussi de la part de d'autres organisations policières. À un moment donné, il faut bien s'en rendre compte, là, on va frapper un mur. Parce que, est-ce que la vérité, c'est pas que si tant est qu'on a les moyens de se payer un bon avocat, il y a toutes sortes de méthodes, de requêtes qu'on peut déposer pour faire dérailler vos enquêtes, si on est riche? Bien, c'est sûr qu'il y a une question fondamentale là-dedans, à savoir est-ce qu'il y a deux justices, une justice pour les gens normaux puis une justice pour les riches. Moi, je veux dire, je me prononcerai pas là-dessus. Par contre, il y a une réalité, effectivement, c'est que quand tu as les moyens et tu as du temps, tu peux essayer beaucoup de recours à la Cour. On l'a constaté dans certains dossiers, nous. Et n'empêche que il faut composer avec cette réalité-là. C'est ça notre système de justice au Canada. Il faut être extrêmement patient quand on veut faire virer le bateau de la justice. Il faut donner un coup de barre à nos méthodes, à la gestion de ces requêtes-là devant les tribunaux. Le privilège de la conversation entre un avocat et son client, pour moi, c'est fondamental. Je ne veux pas remettre ça en question, mais on peut-tu évoluer? Puis moi, là, je pense qu'on est rendu là. Avez-vous quand même une certaine impression là, que vous êtes plus au sommet des priorités, disons? J'en suis très conscient. Par contre, je peux vous dire une chose. Le jour où il y a un scandale de corruption qui ressort, demain matin, on est prêt à agir. C'est fondamental d'avoir une société démocratique comme la nôtre, puis pour s'assurer que nos institutions, que les gens qui sont titulaires de ces charges-là, soient des gens qui soient dignes de nous représenter. Donc, il n'y a pas de tolérance à des actes de corruption, puis c'est pour ça qu'on est là. Vous sonnez l'alerte aujourd'hui, là, au fond. Oui, absolument. Les articles qui concernent la corruption, donc, ont été rédigés en 1892. Aujourd'hui, on est ailleurs. Ça a évolué. Les stratagèmes ont beaucoup évolué. Donc, on se doit d'avoir un code criminel qui est actualisé. Mais moi, j'interpelle les élus au niveau fédéral pour qu'ils nous écoutent. Je pense qu'on a des solutions également. Donc, écoutez-nous, permettez-nous de partager nos enjeux. Merci beaucoup, M. le Commissaire. Merci, Mme Denis.